Cela fait plus de 10 ans qu'MSF fournit des antirétroviraux aux malades du sida dans le district de Chiradzulu. Les équipes ont peu à peu mis en place un système qui permet de dépister et de traiter les malades à l'échelle du district. MSF s'apprête à transférer un maximum d'activités au ministère de la Santé. Mais avant cela, les équipes veulent connaître l'impact de leur action et doivent pour cela mesurer l'incidence. L'incidence, c'est les nouveaux cas sur une période donnée. Donc savoir si en fait les patients ou les participants qu'on a testés positifs sont positifs depuis 10 ans ou s'ils sont positifs depuis ces 6 derniers mois. Et il y a des nouveaux tests aujourd'hui qui sont très récents, qui sont encore en plein développement. Et donc MSF avec Epicentre ont voulu participer à ce développement entre guillemets et essayer pour la première fois de quantifier si la transmission est réduite aujourd'hui ou si on est encore dans une phase de transmission très importante. Pour les besoins de cette étude, 7200 personnes choisies au hasard sont interrogées. Les questions portent sur la maladie, la prévention et le traitement. Les personnes sont ensuite testées. Un premier test permet de détecter la présence ou non du VIH. Le deuxième, l'état de santé des personnes séropositives et l'impact des traitements. Le troisième test permettra de savoir depuis quand la personne est porteuse du VIH. Ce qui est nouveau, c'est la taille de l'étude, son ampleur, l'utilisation de ces tests d'incidence et d'avoir des données extrêmement précises sur les projets VIH qui ne viennent pas des cohortes et des centres de santé, mais qui viennent de la population, d'avoir une vraie étude en population sur le VIH. Les milliers de données collectées sont compilées et analysées. Elles donneront un tableau précis de la situation concernant le VIH, 12 ans après l'arrivée des premiers traitements. La Jordanie, située au cœur du Moyen-Orient, est habituée à recevoir des réfugiés. C'est ici qu'MSF a choisi d'installer en 2006 un hôpital spécialisé dans la chirurgie reconstructive. Ces patients sont dans un premier temps les Irakiens blessés par le conflit qui ravage leur pays. Ils seront rapidement rejoints par des Yéménites, des habitants de Gaza, des Libyens et des Syriens. La plupart des patients irakiens ont été victimes d'attaques violentes, blessés par balles ou lors de bombardements. J'ai été blessé pendant une embuscade à Mossoul, en 2008. Une voiture a explosé et j'ai perdu tout mon nez. J'ai rejoint le programme MSF en juin 2012. L'équipe chirurgicale qui prend en charge ces blessés est très spécialisée. Chirurgie orthopédique ou maxillofaciale sont régulièrement au programme. Une cinquantaine de nouveaux cas sont traités chaque mois. Beaucoup de nos patients arrivent avec une bactérie résistante, qui ne se traite qu'avec de nouveaux antibiotiques. Et nous pouvons leur donner. Nous aimerions recevoir plus de personnes venues d'Irak. Notre service est en train de s'agrandir. Le projet ne s'arrête pas aux seuls soins chirurgicaux. Les patients reçoivent une prise en charge globale qui inclut physiothérapie et soutien psychosocial. Après des séjours qui peuvent durer plusieurs mois, les patients rentrent chez eux. Sur place, les besoins de rééducation sur le long terme, les problèmes de stigmatisation et de mobilité sociale restent sans réponse. Les jerrycans s'alignent autour des points d'eau, témoignant des longues heures d'attente. Dans le camp de Yida, certains réfugiés patientent toute la nuit pour quelques dizaines de litres.
La température dépasse les 40 degrés à l'ombre. Il n'a pas plu depuis 6 mois. Le camp s'étend désormais sur près de 1200 hectares. La population ne cesse de croître et l'aide humanitaire a du mal à suivre. Les points d'eau et les latrines sont toujours en nombre insuffisant. Les réfugiés ont besoin de jerrycans, de savon, de bâches en plastique pour maintenir des conditions d'hygiène acceptables pendant la période pluvieuse qui s'annonce. On a quand même de gros problèmes de cas d'hépatite E, ce qui implique obligatoirement des actions très rapides en termes de latrines, de messages à passer auprès de la population. On a une importante équipe avec 50 personnes qui sillonnent le camp tous les jours pour faire de la promotion d'hygiène, de sanitation, expliquer ce qu'est la maladie. Les précipitations devraient débuter au cours du mois de mai. Elles signifient une dégradation des conditions sanitaires et un casse-tête logistique pour approvisionner les équipes en raison des routes inondées. La saison des pluies démarre en général vers le mois de mai et on part du principe que l'on peut être complètement bloqué parce que les routes seront inondées jusqu'au mois de novembre-décembre. Donc on a joué la sécurité en passant des commandes internationales sur une hypothèse de 100 000 réfugiés dans le camp avant la saison des pluies. On a effectué d'énormes travaux dans notre hôpital, puisque nous sommes en train d'enlever toutes nos tentes qui sont là depuis quand même 1 an et demi, donc il est grand temps de les enlever. Nous sommes en train de faire une construction semi-temporaire. On a des structures en métal avec des toits qui pourront supporter des tempêtes. MSF planifie également une campagne de vaccination pour environ 9000 enfants de moins de 2 ans afin de limiter l'incidence des maladies infectieuses. Au Soudan du Sud, chaque année, la saison des pluies annonce le pic de Kala-Azar. Mais même lorsque cette période est finie, l'équipe MSF qui travaille dans l'hôpital de Lire doit traiter en permanence une 50aine de personnes atteintes de cette maladie. Transmis par les mouches des sables, le Kala-Azar affaiblit les défenses immunitaires. Il est presque toujours mortel en l'absence d'un traitement approprié. Et pourtant, le combat contre le Kala-Azar demeure bien loin des projecteurs. Au Soudan du Sud, il faut voyager longtemps avant de trouver un traitement. Un traitement qui, parfois, ne fonctionne pas. Dans ce cas, ou quand il s'agit d'une femme enceinte ou encore d'un patient sévèrement malade, les médecins utilisent un médicament appelé Ambisone. Ses résultats sont bons, mais son coût reste un frein important. On ne peut pas donner ce traitement à tout le monde, car il doit être utilisé dans l'hôpital. Ça demande des compétences. Et aussi, ça coûte très très cher. C'est pour ça qu'on doit imposer des limitations. Le diagnostic constitue lui aussi un défi. Il existe bien un test rapide, mais il ne fonctionne pas dans le cas de récidive. Or, un patient déjà soigné peut retomber malade. Les tests exigent en outre un personnel médical bien formé, rare au Soudan du Sud. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y aurait chaque année dans le monde 500 000 nouveaux cas de Kala-Azar et plus de 50 000 morts.